Salut les mordus, on se retrouve pour une série de 2 vidéos basées sur les leurres. D'abord la première, ce sera basé sur les leurres que j'ai déjà dans mes coffres de pêche et puis on verra si c'est des leurres avec lesquels j'ai eu du succès ou pas. Je vais être très transparent et parfois j'ai pas eu de succès, pas parce que ce sont des mauvais leurres, mais aussi parce que des fois c'est des leurres que je mets très peu à l'eau, donc forcément c'est une partie de la raison et de la solution. Voilà, donc la première c'est celle-ci, la deuxième ça va être sur les nouveaux leurres, les nouveautés que je vais mettre dans mes coffres de pêche. Pas forcément des nouveautés sur le marché, certaines oui, certaines non, mais surtout des choses avec lesquelles j'ai probablement jamais pêché, donc je vous présenterai ça. Et puis dont certaines d'ailleurs, j'en avais parlé dans la première vidéo, qui vont venir d'Europe, des choses qu'on trouve pas forcément ici au Québec, parce que je voulais voir justement si ça faisait une différence. Donc on y va tout de suite, on va y aller par catégorie, je vais vous expliquer un petit peu les leurres, comment je les pêche, si ça marche ou pas, les techniques que j'utilise, et puis on va y aller comme ça. Voilà, on commence tout de suite par la catégorie des leurres métalliques. Alors, dans la catégorie des leurres métalliques, je vais commencer avec un des leurres dans lequel j'ai le plus confiance, avec lequel j'ai eu le plus de plaisir. Ce sont les spinnerbaits, ça c'est ma boîte à spinnerbaits. En voici un en exemple. La plupart des pêcheurs de carnassiers vont connaître ce genre de leurre parce que c'est un leurre qui est à la fois accessible en termes de prix, accessible en termes de technique de pêche aussi, c'est ultra simple. On le lance, on le ramène, puis on prend du poisson. Donc c'est quand même assez formidable. Puis le dernier avantage non négligeable, c'est qu'on en perd très peu parce que c'est un leurre qu'on appelle 4x4, qui se prend très peu dans les branches, les encombrements qu'on peut rencontrer, tout simplement parce qu'ici il y a un arceau métallique souple qui va dévier les obstacles et qui va protéger notre hameçon qui se trouve de ce côté-là. Donc, c'est un leurre qui est très ludique, ça vibre dans la canne, donc quand on y va avec des enfants par exemple, je l'utilise beaucoup parce qu'encore une fois c'est simple, ça vibre, ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe, donc il y a quelque chose d'amusant aussi pour eux, donc très utilisé pour les enfants. Puis on va attraper toutes sortes de poissons, du brochet, du bass, et puis je sais qu'on peut prendre du sandre, ça ne m'est jamais arrivé encore mais je sais que ça se fait, et puis on peut prendre de la perche aussi et d'autres types de poissons. Donc voilà un petit peu pour l'introduction sur le spinnerbait. Ça se présente de manière à avoir une tête plombée ici, une jupe en silicone qui va être en général d'une couleur assortie à la tête plombée. Et de l'autre côté de l'arceau, on va retrouver des petites billes et des lames. Très important parce qu'elles vont créer un effet de vibration et de flash lumineux. Et ce que j'ai pas dit, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on va pêcher souvent quand il y a de la vague, quand il y a du bruit, justement pour aller que le poisson l'entende et le voit de loin. Donc c'est quelque chose qu'on utilise quand il y a des eaux troubles, quand il y a de la vague, c'est très utilisé. Les lames, moi c'est des feuilles de saule que j'utilise, donc c'est cette forme un peu allongée. Je sais qu'il y a des pêcheurs qui utilisent la forme Colorado, qui est plus arrondie, qui va faire plus de bruit, plus de vibration. Je suis pas rendu là dans mon niveau de technicité, malheureusement, mais en tout cas moi ça marche très bien avec ce genre de feuilles. Couleur de ce que j'ai pu voir, donc couleur dorée, ça c'est or, c'est quand il fait beau, il y a du soleil, et puis argenté ça va être plus quand il y a des nuages. Il y a aussi d'autres spinnerbaits avec des couleurs de type jaune, rouge, blanche en fonction de ce qu'on veut aller chercher, du plan d'eau, du type de poisson, de ce que vous aimez, mais globalement ça fonctionne comme ça. Je vous l'ai dit, pour la manière dont ça se pêche, bon déjà ça se pêche idéalement avec une canne casting parce que ça fait de la vibration à lancer, ramener, ça, au bout d'un moment c'est un peu pénible avec une canne spinning, mais avec les enfants moi je pêche ça avec une canne spinning puis ça fonctionne très bien, mais le casting je trouve est plus adapté, j'ai plus de plaisir à pêcher avec une canne casting. Ensuite ça se pêche en lancer, ramener comme je vous disais au début, on lance, on ramène. La seule alternative que je pourrais avoir, c'est vraiment si vous repérez vous pêchez le long d'une berge, vous repérez des trouées, ce qu'on peut faire, c'est le lancer dans la trouée, le laisser couler quelques secondes parce que les hélices vont avoir un effet hélicoptère, donc il va nager dans le fond, il va rentrer en action de nage tout de suite avec les hélices et ça peut déclencher des poissons. Moi j'ai attrapé des gros basses de cette manière-là, donc je faisais juste lancer, le temps qui coule, je le voyais, le fil se tendait puis partait. Donc j'avais même pas besoin de mouliner pour l'activer. Donc ça peut être un truc qui peut vous permettre de prendre du poisson. Mais outre ça, on lance, on ramène, on est sous la couche d'eau. Il y en a qui vont le faire plonger plus ou moins. Moi je le pêche toujours au niveau de la couche d'eau. Puis ça marche super bien. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Moi je l'attache avec directement, pas d'agrafe surtout là, mais avec un nœud sur mon fluoro. Évidemment je mets un fluoro, un bas de ligne en fluoro là-dessus et ça fonctionne très bien. Donc voilà pour le premier leurre.
en lequel j'ai énormément confiance et avec qui je l'emmène à chaque fois dans toutes mes sorties de pêche. Le deuxième leurre métallique dont je voulais vous parler aujourd'hui, on en entend beaucoup parler parce que c'est un leurre qui est très à la mode depuis quelques années, c'est le chatterbait. Voilà, donc ça se présente un petit peu comme un spinnerbait, à la différence qu'on n'a pas une armature métallique à l'avant, on a une lame métallique à l'avant qui va faire énormément de vibrations et de flashs lumineux encore là, donc on va pouvoir pêcher ça aussi dans des zones, des eaux teintées, même quand il y a de la vague, on peut l'utiliser aussi justement pour aller faire un maximum de bruit. Je ne l'ai pas dit pour les spinnerbaits, mais c'est exactement la même chose. Moi, je mets toujours un trailer, que ce soit derrière mes spinnerbaits ou derrière mes chatterbaits. Derrière le spinner, je vais utiliser beaucoup les Keitech Swim Impact 4 pouces. Ils sont déjà gorgés d'attractants, c'est un trailer que j'utilise très souvent. Là, pour le chatterbait, un petit peu différent, j'en mets d'autres. À paddle, ça peut être des finesses, ça peut être aussi, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire cette année avec des grubs. J'ai vu que ça pouvait très bien marcher. Là, dans ce cas-là, je l'ai même mis à l'envers le paddle volontairement parce que j'ai vu des vidéos où ils expliquaient qu'on pouvait le mettre dans les deux sens et que ça pouvait même avoir un effet supplémentaire à l'envers. Ça se présente un petit peu, donc comme je disais, de la même manière. La lame, la tête plombée, une jupe en silicone, un hameçon simple. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis, comment ça se pêche? Donc là, moi, très honnêtement, j'ai jamais pris de poisson. Ça va être la deuxième saison avec laquelle je pêche avec des chatterbaits. L'année dernière, j'ai pris aucun poisson avec ça. C'est dommage parce que j'en ai 3, dont un c'est le Jackhammer de Z-Man qui coûte 25 $ pièce, donc ça fait un peu mal pour ne pas ramener de poisson. Mais c'est comme ça. Et puis j'ai compris pourquoi, en tout cas j'espère avoir compris pourquoi, parce que de ce que j'ai pu lire, j'ai lu énormément sur le chatterbait, c'est que je le pêchais de la même manière que le spinnerbait. J'envoie, je ramène, donc du cranking, c'est du power fishing, bon ça reste du power fishing de toute façon le chatter, mais pas nécessairement sous la couche d'eau. L'objectif c'est vraiment d'aller laisser le leurre toucher le fond, ensuite ramener juste au-dessus du fond. On peut aussi le faire en dents de scie. Donc c'est une technique très connue. Là, on va lever la canne pour que le leurre décolle du fond. Ensuite, on va rebaisser la canne, accompagner à la descente en moulinant, et ainsi de suite, qui va représenter un mouvement de dents de scie. Ça, c'est clairement ce que j'ai pas fait du tout pendant la saison dernière. Donc, je suis pas surpris de ne pas avoir pris de poisson. Un autre truc que je peux vous donner, que j'ai appris aussi, c'est ça se pêche beaucoup dans les herbiers. Donc, soit le long d'un herbier, soit au-dessus d'un herbier, soit même carrément dans l'herbier. Et puis là, l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'avec la lame, on va être capable de couper les herbes. Donc, aussitôt qu'on sent qu'on passe on est pris dans les herbes, on va pomper avec la canne, mettre un gros coup de canne pour sortir, couper les herbiers. Et là, ça va non seulement le libérer, mais en plus avoir un effet déclencheur sur le poisson. Donc ça, c'est pas mal les trucs que je peux vous donner, les choses que j'ai assimilées cet hiver en regardant des vidéos et qui m'ont donné pas mal de choses pour le chatterbait. C'est comme le spinnerbait, c'est un leurre de prospection où on va en couvrir beaucoup de terrain et aller chercher, identifier les zones où il y a du poisson, puis peut-être ensuite utiliser des techniques différentes plus ciblées une fois qu'on l'a identifié. Mais ça permet de couvrir du terrain. On va faire l'éventail autour du bateau par exemple, donc ça va être des techniques pour trouver le poisson. Donc voilà un petit peu pour le chatterbait. Autre catégorie, sous-catégorie de leurre dans les leurres métalliques, le snap jig. Donc le snap jig, comment ça se présente? C'est un espèce de petit poisson qui est en plomb, avec des couleurs. Là ici j'ai un Fire Tiger, on a un hameçon à l'avant, un hameçon à l'arrière et un triple sur le dessous. Ici on a une petite ailette qui va lui donner une action erratique à la descente. Donc voilà comment ça se présente. Maintenant, comment ça se pêche et dans quelles conditions? D'abord, on va aller pêcher. C'est pas un leurre de prospection comme on a pu voir avec le chatter et le spinner. Là, c'est vraiment, on a identifié du poisson sur le sonar. Et souvent on va l'utiliser quand le poisson justement est apathique. On le voit, il est collé au fond. Par exemple, les cendres. Ils mordent pas, ils veulent rien savoir, on va le lancer, donc on va l'accrocher sur le dessus, le laisser couler au fond, le décoller un tout petit peu, puis ensuite on va l'animer avec des grands coups de canne, puis ça va être vraiment pour venir créer un effet ils vont pas attaquer pour se nourrir, mais vraiment parce que ça les saoule d'avoir un truc qui leur passe devant le nez. Donc c'est des leurres qu'on appelle des leurres de réaction. Donc voilà, c'est exactement ça le principe, c'est pas plus compliqué. Donc des fois ça peut être bien de l'avoir dans le coffre parce que quand il n'y a rien d'autre qui fonctionne puis que les poissons n'ont pas envie, ça va venir un petit peu les agacer et ça peut très bien fonctionner. Donc voilà pour le snap jig.
Dernière catégorie ou sous-catégorie dans la catégorie des leurres métalliques, les cuillères. Donc les cuillères, j'en ai quelques-unes. J'ai une petite boîte de cuillères avec un petit peu toutes les tailles, toutes les formes, les couleurs. J'ai des MEPS, donc très traditionnels. J'ai les rouges et blanches pour le brochet. Là, c'est un leurre que j'utilise très peu. J'ai pris très peu de poissons avec parce que tout simplement, je les mets pas à l'eau. Je privilégie, en plus pour des techniques de prospection comme ça, c'est ça. Je vais privilégier le chatterbait, le spinnerbait, des poissons nageurs, des leurres souples. Mais j'avoue que les cuillères, il y a un côté un peu moins travaillé, un peu moins sexy, qui m'attire un peu moins dans ce type de technique. Donc c'est vrai que je les privilégie pas. Et je voulais juste vous en montrer une, celle-ci, qui est de la marque Live Target. C'est la compagnie Live Target qui fait. Je l'ai trouvé vraiment sympa. J'essayerai de voir cette année si quelque chose qui fonctionne. Donc c'est un leurre imprimé dans une cuillère en plastique. Donc ça là, c'est juste pour le côté un peu mon côté collectionneur de leurre là. Je la trouvais sympa. Donc voilà pour les leurres métalliques, ça fait le tour. On continue cette fois avec des leurres qui sont que je catégorise dans la catégorie des top water. Donc là, on a des grenouilles et on a des poppers. Alors les poppers, ça va aller vite. Je les ai jamais pêchés, jamais lancés à l'eau. Je les ai dans mes boîtes, mais honnêtement, j'ai tellement de choses déjà que j'ai jamais eu l'occasion de les essayer. Les poppers, je sais simplement que ça se pêche idéalement quand il y a des chasses. Ça peut être tôt le matin ou en fin de journée aussi, et puis que ça va s'animer avec des grands coups de canne pour justement aller faire l'effet de bulle à l'avant pour faire du bruit et attirer le poisson. Donc je vais pas m'étendre, j'ai pas vraiment d'expérience, donc je veux pas partager des choses que j'ai pas encore essayé. Les grenouilles, par contre, j'ai de l'expérience. Pas super fructueuse, j'ai eu beaucoup de touches avec les grenouilles, mais j'avais le réflexe un peu du débutant de ferrer comme un mongol une fois que le poisson venait à la surface attraper le leurre, au lieu de le laisser se retourner, redescendre, et puis une fois qu'on sent la tension dans le fil, là il faut ferrer. On a des hameçons qui sont recourbés, bien planqués. Donc c'est des gros ferrages, mais il faut aussi que le poisson ait bien appuyé dessus pour les faire ressortir. Il y a plein de sortes de grenouilles. Ici j'en ai avec un hameçon simple aussi en arrière, puis des pattes qui tournent. Elle fait beaucoup de bruit, celle-là je l'aime bien, mais même si j'ai jamais rien attrapé. Donc voilà, un petit peu ça c'est pour mes top water. Aujourd'hui c'est ce que j'ai. On verra si j'en aurai d'autres dans les nouveautés de cette année, mais pour l'instant c'est ça. Autre catégorie, celle des poissons nageurs. Donc ici, c'est ma boîte à poissons nageurs. C'est la seule boîte plano que j'ai en ma possession parce que c'est quand même des boîtes assez chères. Mais comme les poissons nageurs sont eux aussi souvent assez chers, en tout cas quand on les accumule, ça commence à faire un bon petit montant. Puis ça me faisait mal au cœur de les voir se cogner les uns contre les autres dans les boîtes. J'avais peur que le vernis, la peinture s'écaille. Puis c'est quand même dommage quand on voit le prix qu'on met dans des leurres de pêche. Donc j'ai investi dans cette boîte avec des séparateurs en caoutchouc qui les protègent, comme ça ils ne bougent pas. Puis il y a également un truc dont je voulais vous mentionner, c'est qu'ici il y a une petite boîte avec un sachet de billes de silice. Moi de toute façon j'en mets dans tous mes coffres, ça c'est un petit truc que je peux vous donner aussi. Les billes de silice pour éviter que la rouille s'installe dans vos coffres sur vos hameçons. Ça c'est des rechargeables en plus, donc on a des billes témoins à l'intérieur. Et une fois que les billes témoins sont foncées, ça veut dire que en gros son effet d'absorbeur d'humidité ne fonctionne plus. On les met 15 minutes au micro-ondes je crois et on peut les réutiliser. Donc c'est vraiment pratique, économique, écologique et ça prévient de la rouille dans les coffres. Donc voilà, à part ça, qu'est-ce que j'ai comme type de poisson nageur? Essentiellement la marque Berkley, les Flicker Shad. Pourquoi? Parce que c'est un très bon rapport qualité-prix, il y a énormément de choix, petites bavettes, grandes bavettes, des couleurs complètement hallucinantes et puis il y en a des articulés ou pas, donc vraiment plein de choix, puis ils fonctionnent, donc c'est pour ça que je vais souvent vers cette marque là. Le seul que j'ai un petit peu de différent, il est à part d'ailleurs, c'est le Rapala, celui-là qui est un peu plus allongé aussi, qui se pêche assez doucement. Donc c'est un Rapala Shadow Rap Deep 9 Slow Rising, donc qui va nager assez doucement. Pourquoi je l'ai? C'est parce que l'année dernière, je suis allé pêcher, ma dernière sortie c'était avec un ami qui m'a emmené en bateau et il m'a prêté ce leurre-là. Alors que rien ne fonctionnait, on avait vraiment peu de succès et j'ai attrapé le cendre de la journée, le doré, mon record personnel du coup quand je suis rentré, évidemment le premier truc que j'ai fait c'est de commander le leurre qu'il m'avait prêté. Donc voilà pourquoi j'ai un Rapala dans mon coffre de poissons nageurs. Donc je sais qu'il y a aussi plein de sortes de poissons nageurs. Moi ils ont clairement quasiment tous la même forme.
Cette année, j'en ai commandé d'autres, donc je vous les présenterai dans la prochaine vidéo sur les nouveautés. Mais aujourd'hui, c'est ce que j'ai. Ce que je peux vous partager comme information que j'ai sur les poissons nageurs, c'est premièrement que j'ai enlevé tous les anneaux brisés. Donc souvent, un poisson nageur, quand on le reçoit, il y a un petit anneau ici qui est fixé dans le leurre et auquel est accroché un anneau brisé, auquel on vient attacher notre fil. Moi, ce que je prévois de faire cette année, c'est d'utiliser énormément les agrafes pour aller plus vite parce que je veux tester beaucoup de leurres, beaucoup de techniques et puis vérifier justement qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Donc, je vais utiliser beaucoup les agrafes. Je sais qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui ne sont pas fans des agrafes parce que ça casse, parce que ça s'ouvre pendant les combats, parce que potentiellement ça peut faire du bruit et effrayer un poisson. Personnellement, je pense qu'à mon niveau, ça ne fera pas une grande différence et ça va me permettre d'essayer encore une fois plein de choses assez rapidement. Donc par contre, quand on met une agrafe au bout d'un poisson nageur, il faut absolument enlever l'anneau brisé, sinon la nage va plus être aussi naturelle que ça l'était. Donc ça, c'est le premier truc que je peux vous partager pour ceux qui ne le sauraient pas. Ensuite, comment ça se pêche? Can spinning, can casting, c'est la même chose. Il faut quand même des cannes souples parce que en fait le principe ça va être de lancer, ramener ou de pêcher à la traîne. Et il ne faut pas que le poisson, par exemple un poisson qui aspire, donc un cendre, donc un doré ou un basse, vienne attraper le poisson puis sente une tension. Que si la canne est trop raide, il va le lâcher puis vous allez perdre le poisson. Alors que si la canne est souple et qu'elle accompagne, il va pouvoir l'aspirer correctement et là vous allez pouvoir ferrer et le prendre correctement. Donc ça c'est des choses que j'ai lu sur le poisson nageur. Ensuite, évidemment, vous allez adapter la taille de la bavette à la profondeur que vous voulez aller chercher avec votre poisson nageur. Et puis, ce que j'ai pu voir aussi, c'est que si jamais on n'a pas la bonne ou pas une bavette assez suffisamment longue pour atteindre la profondeur qu'on veut, on peut aussi mettre un plomb pincé en avant de la ligne, un peu plus loin, pour faire descendre le tout et gagner en profondeur. Donc voilà, on appelle ça du cranking, on va lancer, ramener, on va essayer, on peut faire des pauses. On va essayer aussi des fois de faire du bottom tapping, donc ça va être vraiment, admettons on a un sol rocailleux, on va vouloir aller taper avec la bavette au fond. Donc on peut même prendre un leurre, une bavette qui va nous faire plonger un peu plus loin que la profondeur qu'on a indiquée sur le sonneur pour vraiment être sûr qu'on va les taper. Et ça va venir donner une action un peu erratique, donc il va dévier le leurre à chaque fois qu'il va taper. Et ça va venir faire du bruit et attirer le poisson, donc c'est des choses qui peuvent déclencher du poisson. Et c'est donc un leurre de prospection. Un petit peu comme on a vu le spinnerbait, chatterbait, on va couvrir du terrain encore une fois. C'est très pratique quand il y a de la vague, du vent, du bruit. On va pouvoir utiliser des poissons nageurs avec des billes pour faire encore plus de bruit et puis que le poisson l'entende et le sente de plus loin. Avec sa ligne latérale, il va ressentir les vibrations. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Puis la dernière chose que je peux partager, c'est au niveau du ferrage. Donc on ne va pas ferrer en hauteur comme on peut voir sur d'autres techniques. On va vraiment ferrer avec un balayage sur le côté pour ne pas arracher les triples de la bouche du poisson. Donc voilà, je pense que ça fait pas mal le tour sur les poissons nageurs. Autre catégorie, celle des leurres souples. Alors je vais y aller en deux sections. La première, ça va être les shad. Les shad, qu'est-ce que c'est? C'est un leurre souple avec une caudale, donc une nageoire qui est perpendiculaire au reste du leurre, qui va bouger beaucoup, qui va faire pas mal de vibrations et qu'on va pouvoir utiliser dans différentes techniques. Donc ici, par exemple, j'ai la marque Zoom et puis c'est les Super Fluke de Zoom qui fonctionnent très bien en coloris blanc, très, très classique, là, rien d'exceptionnel. J'utilise aussi beaucoup les leurres de la marque Berkeley qui sont les Ripple Shad. Ici, j'en ai trois coloris différents, mais ça ressemble à ça avec des têtes plombées différentes que je vais pouvoir agencer. Ici, c'est du Fire Tiger, du rose avec du dos blanc. Et ici, c'est le Glow. Donc, celui-là, c'est un leurre phosphorescent qu'on laisse sur le bateau à la lumière. Et puis, quand on a des eaux teintées ou des eaux profondes, on va pêcher profond, ça peut faire une petite différence parce que ça va venir éclairer le leurre. Et donc, potentiellement, le poisson le verra de plus loin. Donc voilà pour les types de leurres que j'utilise aujourd'hui. Je vais vous en présenter d'autres dans les nouveautés. Ce que je peux vous dire par contre par rapport à ce type de leurre. D'abord, comment ça se monte? Souvent on va les utiliser avec une tête plombée. On peut les utiliser aussi en texan. Par exemple, zone encombrée des nénuphars, on va pouvoir là-dessus, et en plus ceux-là sont pré-fendus pour laisser cacher l'hameçon en mode texan. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire en texan, mais souvent ça va être très très utilisé avec une tête plombée à l'avant
qu'elle soit ronde, qu'elle soit sabot ou autre, ça va être la manière de le pêcher la plus fréquente. Donc ici, on va faire sortir l'hameçon. Il faut que le petit doigt puisse passer pour que l'hameçon soit suffisamment dégagé pour bien accrocher et bien prendre le poisson dans la bouche. Il faut savoir que les poissons, les carnassiers ont souvent des bouches assez solides. Comme par exemple le cendre, donc il faut qu'il y ait la place pour que ça puisse se prendre correctement. Ensuite, il faut que l'hameçon sorte entre le 1/3 et 2/3 du leurre. 1/3 parce qu'on ne veut pas qu'on soit trop proche et trop loin pour que le poisson puisse attraper le leurre sans se prendre dans l'hameçon, et pas trop loin parce qu'on ne veut pas brider la nage. Puis dans le cadre du cendre, c'est un bon exemple. Le cendre souvent va venir engamer le leurre comme ceci. Et puis c'est quelque chose qu'on pourra malheureusement pas faire si l'hameçon est trop loin. Donc voilà, c'est la bonne manière de le planter. Et puis ensuite, on va ajuster le grammage en fonction de la profondeur à laquelle on va pêcher, la vitesse à laquelle on veut aller, et puis également en fonction du courant, ça c'est certain. Donc voilà un petit peu les types. Donc des types de pêche. On va avoir donc la pêche en texan. On va avoir la pêche en mode linéaire où là on va tout simplement lancer, ramener. On va pouvoir donc aller prendre contact avec le fond, puis ensuite le ramener au-dessus du fond. Ça c'est une technique. On va pouvoir aussi utiliser la technique dont j'ai déjà parlé précédemment en dents de scie, où on prend contact, on remonte, on prend contact, on remonte, etc. Ça, l'avantage aussi, ça va être de pouvoir cartographier mentalement la topographie du sol et pouvoir savoir ici je le sens, là faut que je descende plus, faut que je libère plus de fils, ou au contraire faut que je ramène, faut que je mouline plus. Donc on va pouvoir savoir si ça monte, si ça descend, s'il y a une fosse. Donc ça c'est toujours de l'information intéressante, pertinente. Puis il faut toujours garder en tête, là j'ai eu une touche, une attaque, est-ce que c'était quand je descendais la fosse, est-ce que j'étais plutôt en haut de la fosse, etc. Donc ça va nous donner encore une fois de l'information sur le pattern, sur là où le poisson se trouve et où est-ce qu'il attaque. La deuxième catégorie des leurres souples que j'utilise, ce sont les leurres finesse. Et très honnêtement, je ne les utilise pas assez, je vais les utiliser beaucoup plus cette saison. J'ai utilisé beaucoup les shads, pas suffisamment les leurres finesse. Les leurres finesse, dans le fond, je vais les utiliser pour 3 techniques. La première, c'est le dead rig, la deuxième, c'est le drop shot, et la troisième, c'est le senko, donc les vers souples. Je vais commencer par le drop shot. Le drop shot, c'est une technique qui est assez incroyable. Je m'y suis mis l'année dernière, j'avais vu déjà plein de vidéos sur le drop shot, mais je trouvais ça très compliqué. Et au final, je l'ai essayé et j'aurais dû le faire avant parce que c'est vraiment pas si compliqué et ça prend beaucoup de poissons. Donc en quoi ça consiste pour ceux qui ne sauraient pas qu'est-ce que c'est le drop shot? C'est un plomb souvent cylindrique ou en forme de goutte d'eau qu'on va pincer au bout de notre fluoro. Donc déjà, ça c'est important, les techniques de finesse, c'est sûr qu'on va mettre du fluoro en bas de ligne, plus ou moins long en fonction de la clarté de l'eau. C'est sûr que si l'eau est très claire, on va allonger la longueur de notre bas de ligne. Si les eaux sont teintées, on va pouvoir le raccourcir. Ceci étant dit, donc on pince un plomb au bout de notre ligne. Pourquoi pincer? C'est des plombs spécifiques drop shot. Tout simplement parce que si on se prend au fond dans quelque chose, on va pouvoir se décrocher facilement, laisser le plomb au fond de l'eau, ce qui est pas très bon, mais au moins on perd pas le plomb plus l'hameçon plus potentiellement du fil, etc. Là on va vraiment perdre uniquement le plomb et le reste du montage va se dégager. Ça c'est la première chose. Petite anecdote aussi, j'ai pu voir un guide sur YouTube qui expliquait que quand il pêche en drop shot dans des zones encombrées, il va potentiellement de temps en temps remplacer le plomb par un écrou. Donc en métal, moins polluant, beaucoup moins polluant que le plomb. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un nœud autour de l'écrou et il va mordre son bas de ligne juste au-dessus de l'écrou pour avoir un point de faiblesse. Comme ça, s'il se prend, ça casse juste au-dessus de l'écrou. On laisse juste un tout petit morceau de fil et un écrou, bien moins dégueu pour la rivière que de laisser du plomb. Donc j'ai bien aimé l'idée. Je ne sais plus si c'est le même guide ou un autre aussi qui expliquait que parfois, à la place du plomb, il va mettre un leurre de type snap jig pour avoir un effet un peu double leurre. Donc l'hameçon drop shot dont je vais vous parler dans 2 minutes et à la place du plomb, un snap jig qui lui potentiellement pourra attraper du poisson aussi. Donc ça c'est les 2 anecdotes que je voulais vous partager pour le drop shot. On continue sur le montage. Une fois qu'on a mis le plomb un peu plus haut, par exemple 30 cm, puis ça on va pouvoir le faire varier en fonction de ce qu'on voit sur le sonar. Est-ce que les poissons sont un peu plus hauts? Est-ce qu'on vise le basse? Est-ce qu'on vise le doré? Donc un hameçon très simple, on fait un nœud palomar et si l'hameçon n'est pas pointé vers le haut, on va pouvoir repasser le fil dans l'œillet pour le repointer correctement vers le haut parce qu'il faut vraiment que l'hameçon soit pointé vers le haut. Et ensuite on va prendre un leurre finesse, donc j'en parle maintenant des leurres
de ce type-là, Berkeley, Flatnose Minnow de la gamme Maxent, c'est un de mes leurres préférés. Je les prends systématiquement quand je vais pêcher avec les enfants parce que c'est extrêmement rare que je ramène pas de poisson avec un truc pareil. Et en drop shot, ça fonctionne ultra bien. On va le piquer par le nez sur l'hameçon drop shot et il n'y a rien à faire. Limite, il faut même pas l'animer. On peut le faire bouger un petit peu avec des coups de sillon, mais surtout, faut pas lever le plomb. C'est pas de la jig verticale. Là, c'est vraiment, on va juste donner un mini coup pour que le leurre vienne animer. Ça, ça fonctionne très bien comme ça. Après, on va pouvoir se laisser dériver avec le bateau. Donc là, encore une fois, on va suivre le sol, mettre des petits coups de sillon. On peut aussi le lancer, ramener tranquillement vers le bateau. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. On peut le faire depuis le bord aussi, puisque là, un lancer-ramener, c'est tout à fait faisable depuis le bord. Donc globalement, la technique, elle est très simple. Ça fonctionne comme ça. Et quand le poisson ne mord pas, souvent le drop shot permet de sortir son épingle du jeu et de prendre du poisson. Donc voilà, ce que je peux vous montrer aussi, comme là je vous ai montré les Berkeley, je peux aussi vous montrer ceux-ci qui sont une marque locale de Target Bait, c'est les Swimmy Fish. Exactement pareil, on va les planter par le nez. On peut les utiliser dans d'autres techniques, mais ça s'utilise très bien en drop shot. C'est pas mal ça. Donc là, en termes de finesse, c'est à peu près les deux sortes de leurres que j'utilise. L'année prochaine, je vais en utiliser plus et peut-être des différents parce que notamment dans des techniques comme la jig verticale, c'est quelque chose qu'il faudrait que j'ai tendance à plus utiliser quand le poisson ne mord pas sur un shad par exemple. Donc ça, c'était la première technique finesse. La deuxième dont je vais vous parler, c'est le Ned Rig. Ned Rig, c'est très pareil dans les dernières années là, assez à la mode. Donc là, ça s'utilise avec des plombs comme ici là sur la ligne, les plombs de type champignon, qui est un plomb qui va venir se coller au fond avec l'hameçon droit. Et donc le leurre qu'on va mettre dessus, c'est leurre de type un petit peu bâton. Ici donc les Iman ultra connus. Pour deux choses, parce qu'ils sont extrêmement bien faits pour le Ned Rig, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est parce qu'ils ont une technologie Elastec qui fait que le leurre est quasi indestructible. On peut tirer dessus comme un malade et ça ne brise pas. Donc évidemment, quand il y a des morsures de basse, d'achigan, d'autres poissons, c'est un leurre qui dure longtemps. Donc c'est sûr que d'un point de vue économique et écologique, c'est vraiment très très bon, super bon leurre. Un autre que je voulais vous montrer aujourd'hui, qui ressemble beaucoup, mais ça c'est une autre marque, une marque locale, la marque Leurre Moi, pareil avec des couleurs super sympas que j'aime beaucoup. Donc ça c'est un autre type de leurre que je vais pouvoir utiliser pour le Ned Rig. Comment ça se pêche? Un petit peu aussi sur le même principe que la drop shot, ça se pêche avec une canne qui est sensible. Il faut qu'on détecte les touches et puis le plomb aussi dans le cadre du drop shot. Et là le plomb dans le cadre du Ned Rig. Donc il faut vraiment des cannes sensibles qu'on va animer tout doucement. On va pouvoir faire lever un petit peu le plomb, le laisser retomber. Puis le fait que le leurre va se retrouver à la verticale, c'est sûr que pour des poissons comme le sandre, le basse qui vont aspirer, c'est plus facile que d'aller le ramasser sur le sol. Là, il est déjà prêt à emporter. Donc ça fonctionne super bien. Donc ça, c'est vraiment une technique très efficace. C'est pas des techniques de prospection, c'est vraiment des techniques, c'est pour ça qu'on dit des techniques de finesse. C'est une fois qu'on a localisé le poisson, soit au sonar, soit avec une autre technique qui va faire réagir les poissons, puis qu'on a marqué un petit peu nos waypoints sur le sonar, ou qu'on sait très bien qu'à cet endroit-là, il y a du poisson, et ben là, on va pouvoir utiliser ces techniques de finesse-là pour aller chercher plus de poissons, mais aussi parfois des plus gros poissons qui vont être plus méfiants sur des techniques traditionnelles de prospection et qui, sur des techniques de finesse comme ça, vont être un peu plus tentés de les bouffer. Donc, vous allez pouvoir potentiellement ramener des plus gros poissons. Donc ça, c'était ma deuxième technique. La troisième technique pour laquelle j'utilise des leurres de finesse, c'est le waki. Donc le waki, c'est vraiment avec des leurres de ce type-là, donc des grands vers souples. Moi, je vais souvent rajouter d'ailleurs un petit anneau en plastique en caoutchouc au milieu pour venir prendre l'hameçon dedans et pas percer mon leurre pour pas l'abîmer. Le garder le plus longtemps possible. Donc ça se pêche comme ça en waki avec un petit hameçon au milieu, ou ça peut se pêcher aussi en texan, chose que je n'ai jamais fait encore, mais je sais que ça se fait. Et là, le principe, pareil avec une canne souple, idéalement, ça prend une tresse colorée. Je vais vous expliquer pourquoi. Toujours un bas de ligne fluoro. Donc, vous accrochez votre hameçon, vous lancez dans la zone qui est désirée. Puis là, on va laisser couler le waki. Donc, pas le waki, le senko, donc le verre. Il va couler. Puis là, on va laisser le moulinet spinning ouvert parce que idéalement, ça se pêche avec un spinning. On va le laisser ouvert le moulinet. Puis là, c'est pour ça qu'on a besoin d'un fil coloré, une tresse colorée, parce qu'on va bien regarder la tresse. Puis si on voit qu'à un moment donné, la tresse, elle part complètement d'un côté ou de l'autre, là, on saura qu'on a une touche. Donc, on va attendre 1 ou 2 secondes. On ferme le pick-up du moulinet.
on ferre et on ramène. Donc on ferre pas comme une brute, il n'y a pas besoin de ferrer comme un malade, mais c'est comme ça que ça se pêche, c'est très visuel. Une fois que, donc on le laisse couler, une fois qu'il atteint le fond, 80% des attaques ça va être sur la descente. Si un poisson il va le bouffer à la descente. Et si jamais c'est pas le cas, une fois qu'il a atteint le fond, on va pouvoir le faire remonter avec des petits coups de canne et puis il va redescendre tranquillement. Voilà, ça c'est ultra simple. Les deux marques que j'utilise, en fait il y en a 3 si je dis pas de bêtises. Ici on a les Yamamoto. Qui fonctionne très bien. J'en ai aussi de la gamme, je les ai pas ici, mais Leurre-moi en fait des très bien aussi. Et puis également Berkley dans la gamme Maxen, donc déjà avec l'attractant qui est imbibé, comme les flat nose dont je vous parlais tout à l'heure, ça fonctionne très bien aussi. Donc ça c'est une technique très populaire. Puis c'est pas mal les 3 techniques que j'utilise moi ici. La seule chose que je voulais vous partager encore, c'était parce que je mets ça un petit peu dans les techniques finesse, les écrevisses. Donc ici les écrevisses, ça fonctionne toujours très bien aussi pour le bass. Sur certaines périodes, le bass se nourrit beaucoup d'écrevisses, c'est très protéiné, ils adorent ça. Donc moi comment je les pêche, c'est en texan. C'est à peu près le seul leurre que je mets en texan moi pour l'instant. Avec une tête plombée à l'avant, et puis je vais venir le laisser couler, gratter comme une écrevisse qui s'enfuit. Donc gratter le fond puis le ramener jusqu'au bateau. Même chose avec les tubes. Donc ici encore une fois la marque Target Bait qui font des très bons tubes qu'on peut utiliser donc encore une fois là à faire gratter le fond. On peut aussi les mettre en drop shot d'ailleurs, on n'a pas besoin de mettre de tête plombée dedans évidemment, on va juste le pointer, le piquer par le nez et on a un montage drop shot avec un tube. Alors la dernière technique, le dernier type de leurre que j'utilise, en fait c'est une technique slash un leurre, c'est pour ça que je ne savais pas trop comment le prendre. C'est quelque chose que j'ai découvert au Québec, que je ne connaissais pas et à mon avis qui n'existe pas en Europe. Peut-être en tout cas en France principalement parce que ça se pêche à la traîne. Je sais que la traîne c'est très régulé en France, donc on n'a pas le droit de le faire dans toutes les régions si j'ai bien compris. Ici au Québec, en Amérique du Nord, je pense qu'on a le droit de pêcher à la traîne un peu partout et donc c'est une technique qui fonctionne très bien. Comment ça fonctionne? Donc ça s'appelle le marcheur de fond déjà. C'est un plomb qui va être plus ou moins grammé en fonction de la profondeur et du courant qu'on va aller chercher. On va l'amener au fond. Ici on a une tige métallique qui va venir gratter le fond pour avoir un côté bruteur et donc attractant pour le poisson. Ici on accroche notre ligne principale. Et ici, on a un émerillon à billes avec une agrafe. Et au bout de ça, on va ajouter un bas de ligne avec des lames qui vont venir tourner et faire de la lumière, du bruit de la lumière. Et évidemment, on a 2 hameçons au bout auxquels on va pouvoir accrocher un leurre naturel type sangsue ou ver de terre, ou moi ce que je préfère, ça va être des leurres des leurres souples, genre une fausse sangsue ou des petits leurres souples assez flottants, parce qu'il faut pas que ça vienne amener les hameçons dans le fond et que ça se prenne dans le fond, parce que vraiment on va se promener, donc on va s'accrocher toutes les 2 minutes si ça coule. Et donc avec ça, on va prendre du cendre, potentiellement du brochet des fois, donc ça coupe, on peut se faire couper notre montage, mais ça cible principalement le cendre sur des périodes assez chaudes, donc de juin à septembre. Parfois quand les poissons sont encore une fois un peu apathiques, un peu endormis, ils veulent pas mordre, là on va les chercher, on va les déranger un petit peu, ceux qui dorment au fond, avec ce genre de montage. Ça fonctionne super bien, c'est vraiment une bonne technique. Puis ça permet, encore une fois, on va battre du terrain avec ça, donc on va prospecter, on va pouvoir identifier les points où on a eu des attaques et revenir spécifiquement sur ces endroits-là avec des techniques soit plus finesse, soit de la jig verticale, des choses comme ça. Donc voilà un petit peu l'éventail des techniques que j'utilise aujourd'hui. J'espère que ça a été instructif. Si c'est le cas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez pas louper la prochaine vidéo qui va être cette fois sur les leurres que je vais ajouter à ma boîte, juste à vous abonner. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!